Au début de l'année 1813, Napoléon se retrouve en difficulté. En effet, il a perdu la quasi-totalité de son armée dans le froid russe, et la retraite de Russie a fait des dégâts terribles. La majorité des pays d'Europe, ayant connaissance de la défaite de Napoléon, vont s'unir, s'allier contre lui. Militairement, les choses se compliquent. Comme le montre cette carte, et alors qu'il n'avait remporté que des victoires jusqu'ici, Napoléon va subir une première défaite à Leipzig, en Prusse, en 1813. C'est la première fois depuis 1805 que la Grande Armée est vaincue. Malheureusement pour Napoléon, cette première défaite va en appeler d'autres, et les armées étrangères vont avancer peu à peu jusqu'à Paris, où il se retrouve en 1814. L'Empire français est sur le point de s'effondrer. Les armées étrangères étant à Paris, Russes, Prussiens et Autrichiens, Napoléon est dans l'obligation de se rendre. Il signe sa première abdication, comme le montre ce tableau, c'est-à-dire qu'il renonce à son pouvoir et se place entre les mains de ses ennemis. Napoléon se retrouve ainsi vaincu en 1814. Il est entre les mains de ses ennemis de toujours, les Anglais, qui vont décider de son sort. Nous avions vu en classe que Napoléon avait utilisé les artistes pour glorifier son règne, pour se mettre en valeur. Ce tableau est ainsi particulièrement remarquable. Nous pouvons voir que Napoléon n'est plus ici au sommet de sa gloire, bedonnant, avec un gros ventre, petit, les cheveux clairsemés et en bataille, il est vaincu, affalé sur sa chaise. À travers toute l'Europe, on se satisfait de la défaite de Napoléon. En effet, l'occupation française de nombreux pays a été tellement difficile et tellement cruelle que ces pays semblent libérés de la France napoléonienne. Mais même en France, eh bien, on se satisfait de sa disparition. Ici, l'écrivain Chateaubriand écrit en 1814 que Napoléon ne dévorera plus nos enfants. Nous ne voulons plus de ta conscription, de ta police, de ta censure, de tes fusillades nocturnes, de ta tyrannie. C'est le genre humain qui t'accuse. Où n'as-tu pas répandu la désolation? Dans quel coin du monde une famille obscure a-t-elle échappé à tes ravages? En effet, Napoléon semble avoir maltraité l'ensemble de l'Europe, et ainsi, sa défaite et son arrestation semblent être finalement une bonne chose pour beaucoup d'Européens. Les Anglais et ses alliés européens décident d'exiler Napoléon. Ainsi, il est envoyé sur l'île d'Elbe, au large de l'Italie, entre l'Italie et la Corse. C'est une forme d'exil, c'est-à-dire qu'il est puni, obligé de quitter son pays, et il est détenu sur cette petite île à quelques centaines de kilomètres de la France. Pendant ce temps, en France, c'est le retour de la monarchie. En effet, les Autrichiens, les Prussiens et les Anglais décident de placer sur le trône de France Louis XVIII, le petit frère de Louis XVI. Celui-ci attendait maintenant depuis plus de 25 ans son tour et son heure. Celle-ci est arrivée. Il devient donc roi des Français sous le nom de Louis XVIII. 23 ans après l'abolition de la monarchie, celle-ci est de retour. Cependant, Napoléon n'a pas dit son dernier mot. Aidé par quelques fidèles, il embarque depuis l'île d'Elbe, direction la France, avec l'idée folle de reprendre le pouvoir et de reprendre sa domination sur l'Europe. Napoléon débarque avec quelques dizaines d'hommes dans le sud de la France. Il est déclaré hors la loi par Louis XVIII qui envoie l'armée face à lui. Cependant, et c'est là la preuve du caractère incroyable du personnage, il va réussir à rallier les armées royales qui avancent vers lui et à les réunir sous sa domination. Ainsi, il marche sur Paris au printemps 1815. Débarqué le 28 février 1815 près de Grasse, au sud-est de la France, Napoléon, en 3 semaines, va remonter jusqu'à Paris. L'armée va peu à peu le rejoindre, il est acclamé par la foule à Grenoble, il passe par Lyon, et le 20 mars 1815, il rentre dans la capitale. Il va reprendre son poste d'empereur des Français pour une période qui va être appelée les 100 jours et qui va courir du 20 mars 1815 au 18 juin 1815.
Ce retour de Napoléon mécontente les monarchies européennes, qu'il s'agisse des Anglais, des Prussiens, des Autrichiens ou des Russes, d'autant plus qu'il reforme une armée et qu'il semble prêt à affronter l'ensemble de l'Europe. Le combat va avoir lieu le 18 juin 1815 à Waterloo, au sud de Bruxelles. Dans cette grande plaine, l'armée napoléonienne reconstituée va faire face aux armées de tous les pays d'Europe. Cette bataille de Waterloo va être très indécise, c'est-à-dire que tout au long des combats, on ne sait qui va pouvoir l'emporter. Les armées napoléoniennes, bien que moins nombreuses, rivalisent largement avec les armées anglaises ou encore les armées prussiennes. Cela se jouera à bien peu de choses. Néanmoins, après 3 jours de combat, le 18 juin 1815, l'armée française est vaincue. Napoléon est à nouveau fait prisonnier. Il est obligé de se rendre. Il n'est cette fois-ci plus l'empereur des Français, et sa défaite semble définitive. Cette bataille de Waterloo s'est jouée à 3 fois rien. Elle aurait pu tout aussi bien basculer du côté français. Néanmoins, c'est la grande coalition, c'est-à-dire la grande alliance menée par les Anglais qui l'emporte, mettant fin définitivement au pouvoir de Napoléon. Les Anglais décident d'exiler Napoléon très très loin. Il est revenu de la Méditerranée. Il convient donc de l'envoyer à un endroit d'où il ne reviendra pas. Les Anglais vont choisir ainsi l'île Sainte-Hélène, située en plein cœur de l'Atlantique Sud. Napoléon y est envoyé en 1815. Il y restera jusqu'à sa mort en 1821. Seul et isolé, Napoléon va vivre 6 années de solitude complète sur ce caillou de l'Atlantique Sud, encadré juste par quelques fidèles. Celui qui a dominé toute l'Europe, qui a régné de manière particulièrement sanguinaire sur l'ensemble d'un continent, est obligé de survivre sur une obscure petite île de l'Atlantique. Napoléon meurt en 1821, officiellement d'un cancer de l'estomac. Il est tout d'abord enterré sur l'île Sainte-Hélène. Les circonstances exactes de la mort de Napoléon restent bien floues. Les Anglais, qui tenaient Napoléon prisonnier, ont peu communiqué là-dessus. Certains fidèles de Napoléon parlèrent d'un empoisonnement. Néanmoins, il semblerait que Napoléon était victime de problèmes de santé et de problèmes digestifs depuis bien longtemps. Ici, vous pouvez voir le masque funéraire de Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire le moulage qui a été fait de son visage au moment de sa mort. Le corps de Napoléon ne sera ramené en France qu'en 1836, à la demande de la France, et les Anglais accepteront de rendre un corps aux autorités françaises. Napoléon avait en effet émis le souhait d'être enterré à proximité des Français, à Paris. En 1836 donc, les restes de Napoléon vont être enterrés à Paris. Il est ainsi enterré dans cet énorme tombeau de porphyre rouge, le porphyre étant une pierre semi-précieuse, au niveau de l'église des Invalides. Napoléon est ainsi enterré sous ce dôme des Invalides, qui est aujourd'hui une des parties du Grand Musée de l'Armée. Les Invalides avaient été construits à l'époque de Louis XIV pour héberger un hôpital militaire. C'est aujourd'hui un symbole de l'armée et de la puissance militaire française, et c'est là qu'il repose aujourd'hui. À la défaite de Napoléon, Louis XVIII revient sur le trône de France. C'est la véritable restauration de la monarchie. Celle-ci semble de retour pour longtemps. Et Louis XVIII régnera de 1815 à 1824. Nous en reparlerons dans un futur chapitre. Que devient la France vaincue en 1815? Eh bien, tout va se décider au Congrès de Vienne, grande réunion des chefs d'État européens. La France s'en sort bien, puisque si elle perd toutes ses conquêtes militaires effectuées depuis 1794, elle regagne ses frontières d'avant. Les pays qui se taillent une part importante du gâteau, si l'on veut, sont l'Autriche, la Prusse, la Russie et l'Angleterre. Cependant, la France, qui est redevenue une monarchie, ne perd que peu de territoire. Sur cette carte, on peut ainsi voir les nouvelles frontières de la France. Nous pouvons voir également, en violet, les territoires qui ont été perdus, qui étaient devenus les départements français. Ainsi, en effet, sous Napoléon, la France s'étendait jusqu'au sud du Danemark, englobant le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas d'aujourd'hui et une partie du nord de l'Allemagne.
mais également sur le nord de l'Italie. En 1815, elle reprend ses frontières d'avant la Révolution, perdant néanmoins 3 départements qui deviennent alors italiens, la région niçoise, la Savoie et la Haute-Savoie. Mais ceux-ci seront récupérés plus tard. Le Congrès de Vienne en 1815 a transformé totalement l'Europe. La France vaincue regagne ses frontières d'avant la Révolution, tandis que l'Autriche, la Prusse, la Russie gagnent des territoires et s'affirment comme les grandes puissances du centre de l'Europe pour ce début du XIXe siècle. Dans cette conclusion sur ce chapitre, il est important de noter à quel point Napoléon jouit aujourd'hui d'une réputation plutôt favorable en France. Partout ailleurs dans le monde, il est considéré comme un tyran, un dictateur cruel, voire un barbare qui a pillé l'ensemble de l'Europe. En France, le fait qu'il ait mené la France à une domination de l'Europe lui permet de garder une réputation plutôt positive. Néanmoins, il faut être lucide et raisonnable. Les années de Napoléon, c'est une dictature qui ont mis fin aux libertés de la Révolution. C'est également environ 10 millions de morts à travers toute l'Europe, qu'il s'agisse de militaires, qu'il s'agisse de civils. C'est ainsi une période particulièrement difficile qui se termine et qui s'achève en 1815, le calme pouvant revenir. Il est ainsi étonnant de remarquer à quel point l'histoire a créé des légendes positives, comme celle de Napoléon, pour lesquelles on parle d'épopée napoléonienne, de victoire napoléonienne, de grande armée, de grande époque, et dont de nombreuses œuvres d'art mettent en valeur la gloire du personnage. Et à quel point eh bien, on a pu, dans l'histoire, créer une légende noire, une légende négative sur certains personnages. Et cela me permet de revenir sur la légende noire de Robespierre que l'on voit ici sur la gauche et dont nous avions parlé pendant la Révolution. L'histoire a en quelque sorte fait de Robespierre un bouc émissaire, un responsable de la mort de millions de Français, alors qu'à travers toute la Révolution, il y eut au maximum 1 million de morts à travers la France, ce qui n'est pas rien, mais ce qui est bien peu à côté des 10 millions de morts de Napoléon. Alors pourquoi Napoléon garde-t-il une image si positive à travers la France? Sans doute est-ce la nostalgie d'une France qui était forte et qui dominait l'Europe. Néanmoins, il ne faut pas se tromper. Napoléon était un dictateur qui a asservi, c'est-à-dire soumis l'ensemble de l'Europe et dont la réputation est encore aujourd'hui celle d'un tyran à travers l'ensemble du monde.